Benjamin, un très, très grand merci de nous rejoindre pour ce 8e épisode dans la tête d'un pro en Silicon Valley. Merci Julien. Bonjour, salut. Salut à toi Benjamin. Alors ça va être un parcours passionnant, non seulement parce que tu as passé un petit peu de temps au Brésil avant les États-Unis et dont on a tous hâte de comprendre un petit peu ce que tu as fait et ce que tu as retenu, c'est de comprendre un peu ton parcours qui est un parcours atypique ici en Silicon Valley dans le monde du business développement. Et pour notre communauté, le key takeaway, c'est comment on fait du business aux États-Unis. Okay. Écoute, on va essayer. On va essayer de donner tout ça. Benjamin, le Brésil. Écoute, ouais, j'ai passé presque 4 ans au Brésil. Donc, moi, j'ai fait une formation école de commerce. Après, j'ai commencé à travailler dans la lessive en Europe. Et puis, je me suis dit, bon, à un moment, ça ne peut pas être toute ma vie, ça. Et donc, je suis parti au Brésil pour Gameloft, donc, qui, à l'époque, on est en 2008, était un peu un des fleurons français dans le digital et notamment dans le jeu mobile. Et je suis parti avec la volonté de développer un peu from scratch le business là-bas, sachant que j'avais jamais mis les pieds au Brésil. Je ne parlais pas portugais. Je ne connaissais pas le monde du jeu vidéo, ni même celui un peu des telcos, des télécommunications, parce que c'était l'univers dans lequel on baignait à l'époque. Donc, ça a été un gros défi. 4 ans là-bas, à monter un business de 0 à une quinzaine de millions de dollars. On a fait passer, avec une petite équipe, un pays qui était un peu nulle part sur la map, ce qui est devenu le 2e, 3e pays pour la boîte. Donc, ça a été une sacrée aventure. Tout ça en quelques années, dans une culture très latine en plus, donc forcément différente de celle dans laquelle on baigne. Comment on fait du business au Brésil? Alors, on fait du business au Brésil il faut trouver les gens de confiance. Je crois que c'est vraiment mon takeaway. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de paramètres en fait, même si on se dit c'est un pays latin, donc on va savoir l'approcher. En fait, non, évidemment. C'est une erreur que font beaucoup de gens. Donc, il faut savoir s'entourer très vite. Il faut d'abord savoir s'entourer très vite d'un point de vue administratif, parce que quand on monte une structure là-bas, c'est pas facile. Et donc, ça a été le gros key takeaway. Et puis après, chez les partenaires, chez les gens avec qui on travaille, c'est savoir identifier aussi les gens de confiance. Ceux qui sont reliable. Super. Voilà. Alors, fast forward, 4 ans plus tard, tu débarques à San Francisco, toujours pour le même groupe, Gameloft. Toujours pour le même groupe, oui. Et là, tu as la fonction BD pour les États-Unis. Oui, BD, du sales aussi, mais bon, c'est un peu crossover avec BD, et puis du marketing B2C, mais principalement BD, ouais. Alors, c'est parfait ce que tu viens de dire. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre la fonction BD et la fonction sales? Alors, je pense que d'abord, c'est une définition un peu à géométrie variable, parce qu'il n'y a pas une seule définition. Mais je dirais que dans les grandes lignes, c'est le côté template versus non-template de la manière dont on engage avec des partenaires extérieurs, des partenaires business. Donc, on parle toujours de l'univers B2B. Déjà, ça, c'est important. C'est-à-dire que c'est dans les deux cas, on va dire que c'est du partenariat au niveau entreprise. Mais dans un cas qui est celui sales, on est quand même assez formaté. On a un catalogue de produits déjà défini. On a une value propre déjà définie. Et qu'on va essayer de pousser sur le marché, qu'on va essayer de vendre. Et on est sur des timelines un peu plus courtes. On est à horizon 3 à 6 mois, on a des quotas. Donc, on a une vision un peu plus court-termiste. Alors que quand elle est bien faite, la fonction BD, elle a une dimension, je dirais, sans que ce soit péjoratif pour la fonction sales, mais un peu plus stratégique dans le sens plus long terme. Aller défricher des nouveaux marchés, aller faire vraiment un business case et puis après faire… monter le business case, le structurer et puis après commencer à l'initier. Donc, on est sur une vision un peu plus long terme du rôle et de la manière aussi de structurer le partenariat. Et puis surtout, très souvent, on part d'une page blanche. Donc, ce qui est très différent d'une vision un peu plus structurée en sales. Alors, ici aux États-Unis, on pense que les champions du monde du BD sont américains. Tu peux nous parler un petit peu, tu viens d'évoquer la page blanche. On peut rentrer dans le détail de les Américains, comment est-ce qu'ils conçoivent le BD avec Gameloft, par exemple? Alors, je dirais que c'est intéressant parce que moi, j'ai fait du BD, on en parlera après certainement, mais dans une boîte française aux États-Unis, et après dans une boîte américaine aux États-Unis. Donc, j'ai vraiment pu voir la différence. Et je dirais que la grosse différence dans les deux cas, entre les deux cas, c'est la notion de vision. Ça veut dire que les Américains, ils sont très forts dans cette habilité, cette capacité à parler d'une vision à long terme. Et je pense que du coup, mon expérience a été assez différente entre les deux. Alors chez Gameloft, on avait une vision peut-être, une façon de faire un peu le BD qui était justement un peu plus court-termiste, peut-être un peu plus tactique aussi. On avait des problèmes à résoudre assez concrets à horizon 6-12 mois et on s'empêchait parfois
d'avoir cette vision à très long terme quand on partait de cette page blanche, parce que nous, les Français, on a un peu tendance à penser que c'est du bullshit, ce qui est entièrement faux, et j'aimerais bien qu'on y revienne après. Mais donc, du coup, c'est vrai que ça a été un peu la différence. C'est-à-dire qu'on raisonnait à voilà, quels sont les partenariats entreprises B2B stratégiques qu'on peut faire à horizon 6, 12 mois. Et donc, c'est un modèle d'engagement très différent qu'on peut avoir avec ses partenaires, contrairement quand on raisonne à 5, 10 ans. Voilà. Et how big we can think. Donc, je dirais que ça, c'est quand j'ai commencé à faire du BD ici. Comme c'était pour une boîte française, j'ai appris beaucoup de choses, mais je ne me suis pas senti aussi déstabilisé que quand après j'ai rejoint une entreprise américaine. Donc voilà, après, c'est un des premiers éléments, je pense que ça a été quand chez Gameloft, de faire ça. Après, le deuxième challenge, ça a été aussi de comprendre que, évidemment, aux États-Unis, le relationnel compte beaucoup et comprendre dans le relationnel ce qui ne se dit pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent à un niveau assez superficiel, il faut être clair, et il faut savoir lire entre les lignes. Et je pense que ça, quand on fait du BD et qu'on veut penser long terme, c'est très important de savoir lire entre les lignes. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris. C'est de savoir que quand on me disait évidemment this is awesome ou this is great, bon, ça veut dire que c'est pas mal et qu'il va falloir un niveau d'excitation beaucoup plus important pour que vraiment la partie d'en face se dise ok, on va faire quelque chose. Alors, ce qui est intéressant aussi, dans le contexte de Gameloft, c'est que donc, tu fais partie d'une filiale. Donc, BD filiale contre BD headquarter. Si tu devais partager ton expérience ou tes convictions quand tu es BD filiale, comment est-ce que tu travailles avec BD corporate? Alors là aussi, c'est intéressant parce que je dirais que quand j'étais au Brésil et quand j'étais aux États-Unis, très différent. Et quand on est aux États-Unis, on est quand même sur souvent ce qui est le marché numéro 1. Donc la voix, elle compte très différemment. Je pense que quand j'étais au Brésil, il fallait que je fasse, j'étais beaucoup plus data-driven quand il fallait que je fasse des cases. Parce que voilà, j'étais le challenger, il fallait que je montre au HQ qu'il me fallait des ressources, qu'il me fallait beaucoup de choses, que ce soit produits, techniques et autres. Aux États-Unis, quand même, dès qu'on apporte, je pense que le gros takeaway, c'est de faire, et puis ça, c'est quelque chose que j'ai encore plus développé après avec Amazon, mais c'est de faire revenir le feedback client au HQ, et au HQ notamment qui est en Europe. Parce que et ça, je pense que c'est un des vrais super powers que peut avoir une personne en BD, c'est quand elle revient en disant, voilà, moi j'ai parlé à un partenaire hyper stratégique aux États-Unis qui est un marché numéro 1, et il nous dit que la manière dont on fait ça, c'est pas bon. Ou alors, il faudrait qu'on pense plutôt à faire ça. Donc, je pense qu'en fait, l'arme principale d'un bon BD, c'est le customer feedback, mais savoir aussi le représenter aux bonnes personnes et en temps réel et de manière bien construite, évidemment, au HQ. Ça, c'est l'arme principale, je pense, quand on est aux États-Unis, pour faire bouger les lignes au HQ. C'est pas forcément la même si j'étais au Brésil. Si j'étais au Brésil, je disais le numéro 1 au Brésil pense ça, bon, ça a moins de poids que là, en l'occurrence, on bossait beaucoup avec des opérateurs télécoms, on bossait beaucoup avec des gros OEM mobiles. À l'époque, c'était les Motorola, les Nokia, voilà. Et quand on revenait avec voilà, de la voix des execs auprès du HQ, ça comptait beaucoup. Mais ça veut dire, du coup, ça impose en fait que quand on est BD, on sache parler aux bonnes personnes et au bon niveau aux États-Unis. Et ça, c'est encore une fois, c'est le monde professionnel, la structure est en fait assez hiérarchique aux États-Unis. Les titres ont beaucoup d'importance et très souvent, on se rend compte qu'il faut taper assez haut pour avoir du decision power. Donc, ça veut dire il ne faut pas rapporter n'importe quel feedback non plus. Il faut réussir à vraiment monter en grade assez rapidement dans la structure du partenaire. Donc, je dirais que c'est ça qui fait beaucoup bouger les lignes. Je dirais la deuxième chose, c'est aussi, en fait, le pouvoir des États-Unis, c'est l'impact que ça a quand on fait une expérimentation. Donc, si on peut faire avec un test, montrer l'impact qu'on peut avoir, parce que tout de suite, ça peut être assez gros aux États-Unis, bon, ben là, c'est le deuxième meilleur outil à avoir dans son arsenal. C'est cette capacité à convaincre HQ de dire, faisons un test, mais c'est un test qui tout de suite va toucher 300 millions d'utilisateurs aux US. Et là, ça permet de scaler après assez rapidement, si c'est successful, évidemment. Très clair. Alors, tu passes combien d'années ici aux États-Unis avec Gameloft? 4 ans? 4 ans de mémoire, oui, 4 ans. 4 ans, et là, tu prends l'aventure entrepreneuriale. Exactement. Bah, j'étais à SF, voilà, je baigne un peu dans ce monde entrepreneurial. Et puis finalement, mon expérience au Brésil, elle était très entrepreneuriale. Donc en fait, j'avais un peu ça dans les gènes. Et donc oui, j'ai pris le pari de rejoindre une aventure. Donc on est en 2014, une aventure dans l'impression 3D. Alors il faut se remettre dans le contexte. À l'époque, c'était quelque chose dont tout le monde parlait, mais c'était encore assez de début. Mais il y avait certaines hype autour de l'impression 3D. Donc ouais, j'ai rejoint une start-up ici
française aussi, mais avec en fait un mix assez fort de franco-américain dans son organisation. Donc ouais, j'ai pris ce pari-là, quitter ma zone de Alors, confort. la vie en start-up? Ben, la vie en startup, c'est le roller coaster et nous, on s'est planté. Et donc, voilà, ça a duré, en tout cas pour moi, ça n'a pas duré très longtemps, ça a été un peu moins de 2 ans. Une première année assez incroyable, on surfe sur cette vague, on arrive à lever des fonds, on est un peu, je dirais quand même, le new kid on the block que tout le monde regarde un peu dans le monde de l'impression 3D. Et puis la deuxième année, on se heurte au fameux problème de product market fit, où voilà, en fait, il n'y a même pas de marché. En fait, et aujourd'hui, d'ailleurs, encore, on est dans la pression 3D consumer. Hein. Et à l'époque, et c'est encore vrai aujourd'hui, personne ne s'est vraiment équipé, pour plein de raisons, d'imprimante 3D chez soi. Donc, voilà, on faisait du hardware. Donc là, c'est quand même en termes de capitaux, et voilà, tout ce que ça peut impliquer. Ça a quand même des grosses conséquences quand on voit le mur arriver. Donc, grosse expérience, ouais. Grosse expérience entrepreneurial hardware et avec une première année incroyable et une deuxième année en crash complet. 2016, là, parlons de crash, mais dans l'autre sens, un démarrage très très fort. Tu vois une petite boîte imprononçable, Justin TV, et qui devient Twitch. Oui, alors on est même fin 2015. Et alors, c'était une petite boîte de par encore sa taille, parce que c'était à peu près 200 personnes. C'était quand même une boîte qui faisait du bruit parce qu'elle avait été quand même acquise par Amazon un an plus tôt pour un beau petit montant. Mais c'est vrai que c'était encore une start-up. Il y avait plein de choses à prouver. Et oui, et en fait, voilà, après ce crash dans le hardware, je me suis dit, il faut que je revienne au monde du software. Il faut que je revienne à un monde où on peut, quand on veut changer les choses, on peut les changer du jour au lendemain, en tout cas assez vite. Cette notion de vélocité dans laquelle je m'étais un peu sorti enfermé dans le hardware. Donc oui, j'ai rejoint Twitch fin 2015. On était 200. Et puis là, bon, on peut parler de cette aventure, mais c'est vrai que j'y suis toujours. Hein, et aujourd'hui, après 5 ans, on est bientôt 2000. Donc ça a été un sacré ride. 5 ans et promu 3 ou 4 fois. Oui, ouais, promu, oui. Mais vraiment, ça serait chouette que tu partages avec nous la vision de Twitch dans sa globalité. Et puis, c'est quoi la fonction BD, VP BD chez Twitch? Ouais, alors Twitch, d'abord, bon, la vision pour Twitch, c'est de dire que demain, et bon, ça se passe déjà aujourd'hui dans une certaine mesure, mais c'est que demain, la manière dont on consommera du contenu vidéo, ou même du contenu de manière générale, mais en ligne, il sera surtout vidéo, il sera interactif, et il sera pour une bonne partie live, c'est-à-dire en direct. Et la raison pour laquelle on pense ça, c'est qu'on pense que c'est une manière de consommer du contenu qui est beaucoup plus engageante, et que c'est ce que les nouvelles générations recherchent. C'est des nouvelles générations hyper sociales qui vivent dans l'instant et pour qui voilà, la notion de vraiment interactivité compte beaucoup quand elles consomment le contenu. On le voit dans la manière qu'on peut avoir de chatter, d'échanger en temps réel, de se prendre en photo, de tout de suite mettre ça live. Donc nous, on a eu très tôt cette vision de dire, voilà, on va vraiment créer un format, une plateforme qui va permettre à des utilisateurs comme toi et moi de cliquer sur un bouton, de se mettre en direct et de se broadcaster, donc streamer au monde entier le contenu qui nous passionne. Voilà, et créer une communauté autour de ça. Ça a commencé et c'est encore aujourd'hui majoritairement autour de jeux vidéo parce que ça a été le premier use case. Donc c'est là où voilà, le use case typique, c'est toi, moi, n'importe qui. En fait, il y a 2 millions quand même de gens qui streament. Hein, donc ça, c'est le côté supply de Twitch tous les mois. Donc c'est quand même pas rien. Il y a 2 millions de gens qui sont des créateurs de contenu et qui voilà, se mettent, cliquent sur un bouton et se disent tiens, je vais me broadcaster en train de jouer à un jeu vidéo, je vais commenter via le chat que je vois de ma communauté, je vais interagir avec eux en même temps. Donc on est dans une notion d'un contenu beaucoup moins formaté que de la VOD. Il y a peu de production autour de ça, c'est assez raw, c'est assez brut. Et c'est ce qui d'ailleurs fait le charme de ce type de contenu. Donc ça, c'est le côté supply. Et puis côté demand, alors aujourd'hui, Twitch, c'est bon, on a 18 millions d'utilisateurs quotidiens actifs et on a une notion de l'activité qui est quand même assez forte parce qu'on dit que c'est des gens qui ont consommé au moins 5 minutes de contenu par jour. Donc c'est pas rien, c'est pas juste une seconde, vous êtes venu, vous avez fait une vue. Bon, et puis ça, en termes mensuels, c'est assez gros. Il y a des articles qu'on n'a pas publié le chiffre, mais qui disent qu'on est plus gros de Netflix, et c'est pas faux, dans plein d'aspects. Donc ça, c'est vraiment la vision Twitch. C'est de dire, voilà, la manière dont demain tu consommeras du contenu, elle sera personnalisée. Et on pense que ça va, et c'est déjà en train de se passer, ça va transpirer au-delà du gaming. On voit des applications dans la musique, on voit des applications dans le sport. Pour moi, un des use cases hyper parlants, c'est dans le sport.
au lieu de regarder mon match de foot du PSG, de l'équipe de France il y a 15 ans, via les yeux de Thierry Roland et Jean-Michel Larquet, et si demain je regardais le même match en direct, mais commenté par un streamer que j'adore, qui s'est super bien commenté, qui a une vision différente, ou alors via un ancien joueur professionnel. Voilà, c'est cette vision de personnaliser la consommation de contenu. Via l'entraîneur sur le bench. Ah bah voilà, exactement. Il y a aussi ça, mais ça c'est. Alors, il y a plein de questions autour de comment la technologie permet que ça se réalise, mais on voit déjà que ça se passe. Aujourd'hui, avec le Covid en plus, il y a beaucoup d'artistes qui sont à la maison, des artistes qui peuvent plus faire de gigs, qui peuvent plus faire de se produire en live, et donc on voit ça clairement. Ils viennent beaucoup sur Twitch, et des DJ qui se mettent à se produire en direct et qui découvrent en fait cette sensation de dire finalement je suis chez moi, mais j'ai ce même niveau d'interaction avec 1000, 10 000, 100 000 personnes qui me regardent en direct. Et en fait, ça pousse même, on a même du feedback qui nous dit c'est même plus engageant que quand je suis dans une salle de concert, parce qu'en fait, je peux pas entendre ce que disent les gens. Donc, c'est intéressant parce que je pense qu'on est en train de toucher à quelque chose qui va devenir assez gros dans les décennies futures. Alors, très vite, il y a trois gros acteurs, dont deux qui vous ont suivi. Un qui vous achète, Amazon, et puis deux autres qui vous ont fait un copy and paste, YouTube Live et Facebook Live. Tu peux nous parler un petit peu de cette concurrence plus ou moins saine? Tout à fait. Alors ça, d'abord, c'est super excitant parce que on a vraiment tous les plus gros qui viennent après nous. Alors YouTube et Google, ça fait 5 ans. Il y avait des rumeurs d'ailleurs comme quoi ils voulaient aussi essayer de s'emparer de Twitch à l'époque. Il y a Microsoft aussi avec un service qui s'appelle Mixer, parce que voilà, une plateforme à peu près similaire. Il y a Facebook avec Facebook Live. Donc ça, c'est super excitant parce qu'on ne parle pas de petits acteurs qui viennent après nous. Donc je pense que il y a cette notion de peacetime et wartime. Bon, là, on est clairement dans le wartime, et il y a ceux qui excellent, il y a ceux qui en ont peur. Donc ça, je pense que c'est un vrai driver pour beaucoup d'entre nous. Et alors, comment on se différencie? En fait, je pense que d'abord, c'est en étant encore un pure player dans le gaming. Donc ça, c'est une notion très importante. C'est qu'on n'est pas un généraliste. Et je pense que quand on crée une communauté, ça compte. Les utilisateurs, ils veulent relate, ils veulent se dire que c'est leur space, c'est à eux. Donc je pense qu'il y a cette notion un peu de dire, c'est un peu le Apple versus IBM, si tu veux, à l'époque. Ça compte, l'air de rien. Après, il y a la technologie. On fait pas de la VOD, nous on fait du live en temps réel à l'échelle mondiale. Et ça, tout le monde ne sait pas le faire et pas le faire bien. C'est très différent que faire encore une fois de la VOD, c'était YouTube. Donc on se rend compte qu'on a une qualité de service qu'on a développée depuis 9-10 ans qui est quand même pas mal. Et après, je crois que c'est vraiment, ça c'est ancré dans la culture Amazon, et moi j'y crois beaucoup. En fait, on regarde assez peu la concurrence. On est ultra focus sur Customer Obsession, qui est la première value Amazon, c'est de se dire continue, focus-toi sur qu'est-ce que te dit ta communauté, qu'est-ce qu'elle veut, et voilà. Et pour l'instant, ça nous a plutôt pas mal servi. On est encore bien leader sur le segment. Alors, la fonction BD, justement, sur ce marché, Ben, tu peux nous dire un petit peu en quoi elle consiste? Et comme on est une équipe centrale, en fait, ça peut tout dire. Donc, ça veut dire qu'on fait du BD chez Twitch, ça veut dire on fait de l'acquisition de contenu. Quand il y a des grosses boîtes de jeux qui font des tournements, qui mettent des millions dans la production de tournois e-sport, par exemple. Donc, ça, c'est des deals qu'on va faire, c'est du content licensing. Ça va être travailler avec ces mêmes développeurs de jeux vidéo pour un peu à la Facebook aussi, voir comment on peut créer et intégrer la technologie Twitch dans l'expérience du jeu lui-même. Facebook avait son Facebook Connect, nous on a notre Twitch Identity. Qu'est-ce que ça veut dire en fait tout cet aspect-là? Technologie, produit, engineering, integration. Quels sont les use cases qu'on peut développer ensemble? Donc il y a un gros aspect tech et produit. Ce qui je pense d'ailleurs en fait un bon BD dans la tech, c'est celui qui sait parler aux équipes engineering. Ça c'est aussi un point très important. Ça peut aussi vouloir dire évidemment tout ce qui est distribution. Donc où est-ce que Twitch doit être quand il n'est pas sur www.twitch.tv, donc tous les channels sur lesquels on veut être, et donc comment on priorise ça, quels sont les deals qu'on structure. Et puis alors après, il y a une kyrielle d'autres deals qu'on peut faire, parfois un peu plus en one-off. Il n'y en a pas forcément 10 à faire comme cela, mais ils sont quand même hyper stratégiques. Donc ça, c'est un peu le scope. Et en fait, mon scope, il a été plus ou moins le même. Enfin, il a évolué avec la boîte, si tu veux. Mais moi, au début, c'était vraiment, j'étais focusé sur une ou deux BU en particulier. Et puis après, le CEO m'a dit, attends, c'est pas mal ce qu'on fait là. Et si en fait, on crée une fonction centrale, donc en fait, c'est là où est venu un peu, si tu veux, mon évolution. C'est-à-dire qu'on a créé vraiment une fonction centrale et on a dit à toutes les équipes produits et tech, si vous avez une dépendance B2B, si vous voulez faire quelque chose avec un partenaire extérieur, vous passez par cette équipe-là. Donc là, on a élargi un peu le scope de ce qu'on faisait. Après, il y a eu l'internationalisation. Donc là, ça a été une autre manière quand on était assez US-centrique au début, ça a été vraiment de déployer tout ça en Europe,
qui est aujourd'hui notre première région, et puis en Asie surtout, et puis maintenant aujourd'hui un peu en Amérique latine, bref. Donc l'évolution, elle s'est faite un peu dans le scope, je veux dire des fonctions, des types de deals à closer, mais aussi surtout dans le scope géographique, réussir à déployer vraiment les équipes et à scaler les équipes dans les différents marchés. Alors là, j'ai été surpris. Tu dis, l'Europe est ta première région? Oui, en fait, en tant que région, l'Europe réunie est plus grosse que les États-Unis. En termes de quel KPI? Consommation de contenu vidéo. Alors nous, voilà, c'est de minutes regardées, d'heures regardées. Donc oui, c'est énorme. L'Europe est un gros pays d'entertainment, de jeux vidéo aussi. Voilà, donc, ouais, c'est un énorme marché. Alors, justement, maintenant parlons dans l'Europe de la France. Comment tu décris, maintenant que tu es corp américain, comment tu décris le village gaulois? Comment tu le vois? C'est une bonne question. Je me demande souvent si j'en ai encore une bonne en fait compréhension, parce que finalement, voilà, c'est vrai que I live and breathe, America, and anyway. So, la France, écoute, la grosse différence pour moi vraiment, c'est cette notion de vision. C'est how to think big. Et je trouve que dans notre petit village de Gaulois, parfois, alors que je pense qu'on a un talent monstrueux sur plein d'aspects, on s'empêche de penser big. On s'empêche de penser big parce qu'on croit que le why, penser au why we're doing this, on pense souvent, c'est associé à une notion de bullshit. On pense que quand on parle pendant un quart d'heure, 20 minutes d'une vision de ce qu'on veut essayer d'être à 5, 10, voire même parfois 50 ans, ce qui est honnêtement assez commun dans une boîte américaine. Chez nous, il y a cette notion, je pense que c'est en train de changer, moi je le vois à travers les entrepreneurs avec qui je suis en train de parler, il y a cette notion de yes, we can change the world too. Je pense que c'est ça. Pour moi, je dirais pas le manque d'ambition, mais c'est la différence dont on exprime cette ambition. Donc ça, c'est vraiment un des gros sujets. Et puis, bon, après, dans la manière de faire du business aussi, je pense qu'il y a… moi, j'ai l'impression, et je le vois dans tous les meetings que je peux avoir avec parfois des Français, de l'ancien monde un peu, mais on s'écoute un peu parler. Et les Américains, ben voilà, ça c'est… un meeting, on fait 1 minute, 2 minutes de small talk, mais après, bon, on est là, on a toute une demi-heure et il faut qu'on ait un clear next step defined à la fin. Donc, voilà, la vision, mais en même temps aussi cette idée de pas trop s'écouter parler, ce qui est un bon balancing, je trouve, en fait. C'est pas facile à voir, mais je pense que les Américains là-dessus sont assez forts. Si tu avais des conseils ou des suggestions à partager avec des BD français lorsqu'ils travaillent avec leurs homologues internationaux et avec leurs patrons américains s'ils sont dans une boîte américaine, si tu devais leur donner des conseils pratiques, quels seraient-ils? Alors, je pense qu'il y a vraiment le avant l'engagement et au moment de l'engagement. Et puis après, évidemment, il y a le post-engagement, mais voilà. Et je pense que ça dépendra évidemment des tailles d'entreprise. Je pense que vraiment, et je dis ça pour les Français, parce que je pense que les Français, on est bon dans l'analytique, on est bon pour faire du homework avant d'engager. Et donc, je pense qu'il faut que ça, on le leverage, en fait. Donc, je pense que c'est un vrai travail de préparation parce que beaucoup d'Américains qui veulent s'engager avec la même entreprise ne pensent pas forcément à faire ça. Donc, je pense que c'est comprendre comment la structure fonctionne, aller comprendre voilà, d'où vient, quels sont les goals de cette boîte-là et commencer déjà à réfléchir de manière proactive à qu'est-ce qu'on a apporté. Si on comprend les goals, working backwards, si on travaille tu vois, depuis ces goals-là du partenaire, qu'est-ce qu'on peut apporter? Parce que je pense que ça, c'est quelque chose dans lequel, en tout cas, moi, je pense qu'on est très fort. On a un esprit analytique. Si on comprend les objectifs, on peut dire voilà les différentes manières d'y aller. Donc, je pense que dans la préparation, déjà, ça compte. Comprendre qui compte, à qui il faut parler, mais au-delà de ça, venir déjà de manière proactive avec des idées. Parce que les Américains, finalement, ils ont une belle vision, mais parfois, ils ne translatent pas toujours ça dans des idées concrètes. Et je pense que ça, c'est un vrai plus. Après, je dirais dans la préparation, c'est se forcer à avoir une vision sur un partenariat aussi. Quand bien même on vient avec une idée très claire de ce qu'on veut faire à horizon 3 ou 6 mois, je pense que les Américains, encore une fois, je reviens au point d'avant, ils aiment think big, ils veulent voir the big prize qu'on peut obtenir ensemble. Donc je pense que ça, c'est se forcer un peu, forcer sa nature là-dessus et se forcer à commencer par une vision. Souvent, on est trop tactique. Alors je pense que quand on commence à s'engager, il faut se dire, voilà what's the dream value could be. Parce que dans un deal de BD, la logique, évidemment, c'est de faire du gagnant-gagnant et que ça, c'est pas écrit sur le papier au début, donc ça va demander plusieurs cycles d'engagement. Mais je pense que ça n'empêche pas de définir une vision à long terme de quoi le succès pourrait être constitué. Et après, au moment de l'engagement, c'est accepter le small talk. Là, c'est assez tactique aussi, mais je pense que c'est important.
très vite ne pas se dire que ça, c'est du bullshit. Ça, il faut le comprendre. Je veux dire, ça compte dans la manière engagée. Et après, bon, il y a plein de choses. Donc, comment gérer, développer cette relation-là. Mais je pense que quand on s'apprête à engager avec des Américains, je pense qu'il faut construire sur ses acquis et puis en même temps réaliser l'univers dans lequel on met les pieds. Très clair. Très, très clair. Alors, tu as dit quelque chose qui mérite un double clic. Gagnant-gagnant, quand on fait du BD, on monte des deals gagnant-gagnant. Qu'est-ce que tu sous-entends? Alors, la réalité, c'est qu'en fait, on se dit souvent, un deal BD, ça commence par dire un peu high level, ça semble faire du sens de s'associer. Donc, on a justement un début de vision. Mais la réalité, c'est que souvent, on n'est pas du tout clair sur l'exécution. On n'est pas forcément clair sur les steps que ça va prendre. Donc, c'est de savoir vraiment, encore une fois, établir une vision commune et se dire, OK, on est d'accord sur cette vision commune. Donc, comment on va travailler? Quels sont, toi, tes objectifs? Si on va un peu à un niveau en dessous, quels sont, moi, mes objectifs? La réalité, c'est que parfois, on a des objectifs un peu divergents, mais on sait qu'il y a quand même cette vision long terme. Donc, c'est tout ce cycle de conversation pour être, je pense, très transparent. Je pense que moi, en tout cas, les meilleurs deals BD que j'ai faits, c'est quand, dès le début, on était très clair sur, OK, on a une vision, mais on a peut-être des goals un peu intermédiaires séparés. Donc, soyons clairs et transparents parce que sinon, ça peut être super time consuming. Moi, je le vois chez Twitch où on a la chance d'avoir beaucoup d'inbound aussi parce que, comme tu le disais, on a la chance d'être un peu sous le radar de pas mal de gens ces jours-ci. Il faut cut the bullshit. Donc, il faut être aussi très clair sur voilà, quels sont les vrais objectifs qu'on cherche à atteindre et puis se dire, on n'est pas dans du sales en fait. Hein. On n'est pas dans, il n'y a pas un quota. Souvent, les BD n'ont pas de quota. Il y en a qui peuvent en avoir, mais souvent, il n'y a pas de quota. Donc, il faut plutôt être assez clair sur, voilà, moi, si j'arrive pas à obtenir ce goal-là, ça ne se fera pas. Et puis, no hard feelings, on viendra quand ça s'aligne un peu. Mais souvent, ça arrive d'ailleurs. Moi, j'ai eu plein, là, en 5 ans, j'ai eu plein de discussions qui, il y a 4 ans, ont amené nulle part. Et puis, il se trouve qu'on a fait nos chemins. Et puis, après 2 ans, tiens, je me souviens qu'il y avait ça. Et puis, voilà, on est reparti sur un deal. Donc, gagnant-gagnant, c'est accepter, encore une fois, d'abord, définir une vision commune, mais accepter que les steps pour y arriver vont prendre beaucoup de cycles, qu'il va falloir de la transparence et surtout pas s'empêcher d'être transparent. Ça, c'est hyper important. C'est vraiment le premier objectif que je donnerais. Et les Américains, là-dessus, faut savoir lire entre les lignes, hein, mais quand on lit bien entre les lignes, on comprend très vite où est-ce qu'il n'y a en fait pas d'intérêt ou quand en fait il y en a. Et puis, voilà, je pense que ça aide à avancer. C'est très clair. Alors, aujourd'hui, tu es Senior Vice President. C'est que ça fonctionne comment à ce niveau-là, une navette aussi à forte croissance, à être au contact de ton CEO de Twitch avec tes line of business. En quoi c'est différent d'être senior directeur ou directeur? C'est une bonne question. Pour moi, c'est 2 dimensions en fait qui font le. Je pense qu'en fait, tous à nos carrières, et puis à un niveau, quand on veut passer un step, il y a un ceiling. Hein. Les Américains ont ce concept de ceiling, ce plafond de verre un peu qu'il faut casser. Je pense que celui, alors si on s'en fiche un peu du titre, hein, SVP, en tout cas, on va dire dans une équipe exécutive d'une boîte de la tech aux États-Unis qui, on va dire, a commencé à avoir une certaine taille et puis qui veut continuer à scale up, je pense que c'est 2 dimensions. 1, c'est l'ownership et 2, c'est le risk-taking. Je pense que si on allie les 2, c'est ce qu'un CEO veut voir en fait chez ses lieutenants. C'est cette capacité à se dire, tout ça lié évidemment quand même avec un fondement de strategic thinking, de cette capacité quand même à penser long terme, hein, évidemment, que ce soit business, produit, ou voilà. Mais je dirais qu'à partir du moment où on démontre le fait de dire, bon, ça, c'est peut-être pas complètement mon job, ou alors c'est un peu on the edge, mais je sens que c'est important, je vais le prendre. Et je suis conscient qu'il y a des risques, mais voilà, ça dépend de la culture de la boîte, mais en tout cas, chez Amazon, il y a vraiment un reward. Il y a cette notion de c'est OK de prendre des risques et de se planter, mais en tout cas, il faut continuer à avancer. Je pense que l'alliance des 2, en fait, fait que très souvent, moi, je me rends compte, je résous un problème pour mon CEO. C'est-à-dire qu'il est là, il est dans un mode plus réactif que proactif avec moi. Et je pense que c'est ce qu'un CEO veut. Il a 10 000 fire drills par jour, il a 10 000 problèmes à gérer. Et moins vous êtes un problème pour lui, tout en délivrant, évidemment, hein, de l'impact, mieux c'est. Donc voilà, je pense que c'est vraiment. Et puis, alors, moi, ça a été un challenge, hein, on pourra en parler, mais ça a été un challenge au début parce que j'étais le seul non-américain dans une structure exécutive faite que d'Américains, faite que de gens aussi qui venaient de vendre leur boîte à Amazon. Donc, c'était un peu voilà, je rejoignais un peu un clan, donc il a fallu faire ses preuves. Mais je pense que voilà, ça a été vraiment 2 valeurs très fortes chez moi qui étaient de dire, voilà, on est dans une phase de scale-up, on a tous 10 milliards de choses à penser, mais moi, je suis un honneur, je prends en ma possession des choses voilà, qui traînent à droite, à gauche, je pense qu'on a du potentiel.
Et puis, j'avance et I break walls. Et parfois, je les break et ça marche. Parfois, ça ne marche pas. Mais je pense que ça résout un vrai problème. Benjamin, je regrette, ça fait déjà plus d'une demi-heure que notre conversation a démarré et je regrette qu'on n'ait pas plus de temps pour évoquer là ce que tu dis. Je voudrais te poser en dernière question ce que tu viens de dire m'interpelle. Comment as-tu fait alors pour t'intégrer dans un univers où tu es étranger, étranger à la culture, étranger à la ville, et que tu n'as pas vendu ta boîte. Donc, si tu devais partager ta recette pour t'intégrer à un groupe de high performance, s'il y avait quelques ingrédients, quels sont-ils? Ouais, alors d'abord, je parlais à un entrepreneur. Le CEO, c'était un entrepreneur. Et le fait que j'ai fait l'entrepreneur et que je me suis craché, il a adoré. Et ça, je pense qu'aux États-Unis, on le sait tous, on en parle beaucoup, mais c'est vrai. Il y avait cette notion de dire, je me souviens, mon entretien avec lui a duré 1 heure et demie, on n'a parlé que de comment ça s'est craché et comment j'ai vécu et comment. Voilà, donc ça, c'était super intéressant. Mais une fois que j'étais rentré, en fait, je pense qu'il faut comprendre où sont. Il ne faut pas essayer de gagner là où on sent que les Américains sont plus forts que nous. En tout cas, dès le début, il faut apprendre, il faut digérer, mais il ne faut pas essayer d'aller à leur niveau tout de suite parce que je pense qu'on n'y arrive pas. Donc moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai construit sur mes forces et ça a été laquelle, je pense, et c'est vrai, je pense chez beaucoup de Français, je pense qu'on est reliable, je pense qu'on délivre. Et donc, je pense qu'en fait, ça a été ça. Ça a été de montrer que je parlais peut-être pas autant dans les premiers meetings que beaucoup de mes collègues américains, mais j'étais toujours au rendez-vous. Et c'est un peu cette notion de force tranquille, montrer que voilà, on arrive à délivrer. Donc en fait, c'est construire sur ses forces et apprendre. Et puis pour qu'à un moment, en fait, on arrive à allier les deux. Et puis là, idéalement, c'est le cocktail parfait. C'est très, très clair. Benjamin, un grand merci. C'était passionnant. Super, super de comprendre les enjeux associés à la fonction BD et la complexité en matière de culture et de monter ces partenariats qui ne sont pas toujours évidents et la transparence est critique pour faire ces fameux gagnants-gagnants. Un très, très grand merci. Merci à toi. Merci pour la conversation. À très Salut bientôt. Julien. À bientôt.